Bonjour tout le monde. On va commencer notre séance de TP. Cette fois-ci, c'est une séance qui concerne la modélisation spatiale et plus précisément le variogramme. Là, vous avez donc la fiche de TP et on va essayer donc de faire cet exercice sur un logiciel qui est le logiciel R. C'est un logiciel libre, donc à accès gratuit. J'espère que vous l'avez déjà installé sur vos machines. L'exercice d'aujourd'hui, elle traitera un fichier que vous avez eu dans le CD. Et toujours, c'est sur ce fichier qu'on va travailler tout au long de cette TP qui reste. Ce fichier s'appelle Jura 1. C'est un fichier qui contient 206 mesures, donc 206 échantillons, pour lesquels on a fait des mesures de concentration en métaux lourds et que ces mesures ont été faites dans une région du Jura suisse. Ce fichier, il contient 9 colonnes. Les deux premières colonnes, elles correspondent aux coordonnées dans l'espace des points échantillonnés. C'est des mesures, donc ces coordonnées sont exprimées en kilomètres. Les autres colonnes, elles renferment les concentrations dans le sol d'un certain nombre de métaux, à savoir le cadmium, le cobalt, le chrome, le cuivre, le nickel, le plomb et le zinc. C'est ce que vous avez donc sur ce fichier Jura 1. Voici donc le fichier avec ses 9 colonnes et qui renferme 206 mesures. La première étape pour le traitement, c'est d'abord de créer dans votre bureau un dossier que vous appellerez TP, par exemple, géostatistique. Et dans ce dossier, normalement, on va mettre le fichier Jura. Je vais l'enregistrer dans ce dossier. Voilà, donc ce fichier est contenu dans ce dossier que je viens de créer qui s'appelle TP géostatistique. C'est ce qui est écrit dans cette partie de la fiche de TP. Créer donc un répertoire, ici je l'ai appelé TP géostatistique, et c'est dans ce dossier qu'on va mettre le jeu de données, c'est-à-dire le fichier qui contient les mesures, et également c'est dans ce dossier qu'on peut enregistrer par la suite toutes les commandes qu'on va saisir au fur et à mesure. Je vous incite donc à créer un fichier Word dans lequel vous mettrez les commandes une fois que vous les avez exécutées et que l'exécution a réussi. Parce que ce fichier, vous en aurez besoin par la suite dans les TP suivants pour ne pas aller chercher chaque fois les fiches de TP antécédentes. Après avoir
trier ce répertoire, on va lancer le logiciel R, et vous aurez donc ça, et vous allez installer les packages que vous avez dans le CD que je vous ai donné. En effet, dans le CD, je vous ai donné le logiciel R et ses packages. Et voilà, donc vous allez installer tout ça. Comment on l'installe? On va au niveau donc du logiciel R, à ce niveau-là, et vous allez choisir cette option qui va vous demander où sont situés vos packages, choisir l'emplacement, par exemple ici c'est au niveau de CD, et vous sélectionnez tout d'un seul coup et vous mettez ouvrir. Comme ça, tous ces packages seront installés au niveau du logiciel. Donc tout ce dont on aura besoin par la suite pour faire nos travaux pratiques. Donc, il faut d'abord les installer avant de commencer notre OTP. Une fois donc qu'on a installé ces packages, la première étape, c'est de choisir au niveau du logiciel R où doit-on travailler. À chaque début de session, il faut spécifier au logiciel où doit-on travailler. Et pour nous, le travail va se faire dans le répertoire qu'on vient de créer, TP Géostatistique. Spécifier, c'est-à-dire donc de donner au logiciel le chemin pour accéder à ce dossier. Donc on voit au niveau du fichier, au niveau de cette option changer le répertoire courant, on clique, puis, puisque mon dossier est dans le bureau, je vais le chercher, ça s'appelle TP Géostatistique, je sélectionne et je mets OK. Comme ça, j'ai spécifié au logiciel le chemin d'accès au répertoire où se trouvent les données. Une fois ces étapes sont faites, sachant que l'installation de ces modules, de ces packages, l'installation de ces modules, elle se fait une fois pour toutes. C'est-à-dire, une fois que vous les avez installés, vous n'aurez pas besoin de les installer dans les prochaines séances. L'installation, elle se fait une seule fois. Une fois donc toutes ces étapes réalisées, il ne reste à passer à l'exécution de notre travail qui concerne cette séance de TP. Alors, la première étape, c'est d'abord de lire le tableau de données dans le logiciel R, c'est-à-dire importer notre tableau de données sous R. La commande qui nous permet de faire
cet import de données, c'est ce que vous avez ici. Donc on va la copier et on va la mettre au niveau du logiciel R. Et on met Entrée. Quelle est la signification de cette commande? C'est une commande qui nous permet d'importer le tableau de données sous R. Alors, tout ce qui est en jaune ici, dans cette commande, c'est des choses qui peuvent varier selon vos situations. Tout ce qui est en noir, ça veut dire donc c'est des commandes spécifiques au logiciel. Tout ce qui est jaune, c'est spécifique à vous selon vos situations. Tout ce qui est noir, c'est spécifique au logiciel. Alors là, le tableau, c'est une matrice, donc avec un certain nombre de lignes et de colonnes. Je vais l'importer sur le logiciel, mais dans le logiciel, il faut que je lui donne un nom, pour que c'est sous ce nom qu'il va être sauvegardé cette matrice au sein du logiciel, tout au long de mon travail. Donc Jura ici, c'est un nom libre à désigner pour la matrice où seront stockées les données sous R. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc c'est un nom libre. Là, Jura1.txt, ça c'est le nom du fichier situé dans le répertoire du travail. C'est le nom du fichier qui contient les données et qui est situé dans le répertoire de travail. Donc, le répertoire de travail, dans notre cas, c'est le dossier TP géostatistique. Cette commande, ça veut dire ici, c'est l'entête. C'est pour spécifier est-ce que la tête des données, donc la première ligne de notre matrice, est-ce qu'elle contient les intitulés des colonnes ou non? Alors, dans notre cas, on avait vu que au niveau du fichier Jura 1, la première ligne, elle contient les intitulés des colonnes. Donc, on va mettre T, c'est-à-dire true, vrai ou faux. Donc, pour nous, dans le cas de notre fichier, c'est vrai. Si votre tableau de données ne contient pas des entêtes, ça veut dire donc qu'on va mettre faux. Puis, il y a cette partie décimale, ça veut dire pour spécifier à votre logiciel, est-ce que le séparateur décimal de vos données, est-ce que c'est un point ou bien une virgule? Dans le cas, dans notre fichier, c'est un point. Voilà donc la commande. La première commande, c'est pour importer les données dans le logiciel R. Ensuite, si je mets Jura,
qui est le nom, si donc j'écris ici Jura, qui correspond au nom de la matrice où j'ai stocké les données. Si je mets Jura, je mets entrée, voilà, il va me lire les 206 mesures que j'ai. Voilà, la dernière mesure, c'était 2206. Donc, il va vous lire tout le tableau de données. Par contre, si je veux lire uniquement une colonne, il suffit donc de spécifier le nom de cette colonne en la mettant après $1. Par exemple, je mettrai Jura nickel. Jura, c'est-à-dire la matrice où sont stockées les données. Et là, c'est pour spécifier uniquement les valeurs de la variable nickel. Et là, vous aurez uniquement les données de la variable nickel. Si je veux savoir les dimensions de la matrice, normalement, ça va me donner, donc sont 6 pour les lignes et 9 pour les colonnes. Voilà, 206 lignes et 9 colonnes. Si vous voudrez savoir les intitulés des différentes colonnes, voilà, donc voilà, pour la première colonne c'est X, la deuxième c'est Y, ensuite cadmium, cobalt, chrome, cuivre, nickel, plomb et zinc. Donc voilà l'étape de l'importation du tableau de données sous R. Donc là, le logiciel R, il dispose maintenant des données et nous revient donc à analyser ces données. Alors, sous le logiciel R, on peut faire des statistiques descriptives et également faire une représentation graphique sous forme d'histogramme. Pour les statistiques, ici, dans notre cas, dans notre étude, on va s'intéresser à la variable régionalisée nickel. Tout au long donc de cet exercice, ça serait le nickel, c'est la variable étudiée. On peut donc faire ces statistiques pour avoir une idée. Alors, ce mari nous donne la moyenne, le minimum, le maximum, la moyenne, la médiane, le premier quartile et le troisième quartile comme information. Puis si on veut ajouter la variance et l'écart type, il suffit d'ajouter donc ces deux commandes. Voilà la valeur de la variance et voilà la valeur de l'écart type. Voilà les paramètres statistiques de la variable nickel. Si on veut l'histogramme de fréquence, il suffit de copier cette commande. Mais quelle est la signification de cette commande? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer sur cette diapositive.
Alors, la commande, c'est tout ça. Et dans cette commande, tout ce qui est en jaune, comme je vous ai dit, ce sont des choses qui dépendent de votre situation. Donc, c'est à vous de remplir tout ce qui est en jaune. Et tout ce qui est en noir, c'est propre au logiciel. Donc là, cette première partie-là, c'est pour désigner l'emplacement de la variable d'étude au niveau de la matrice de données sous R. C'est-à-dire donc la variable qu'on va traiter, pour laquelle on va construire l'histogramme de fréquence. Ici donc, c'est le nickel. Et là, c'est pour spécifier comme quoi cette variable, elle est contenue dans le logiciel R au niveau de la matrice Jura. Cette partie-là, c'est ce que vous avez ici, c'est pour fixer l'intervalle de découpage en classe. C'est-à-dire l'intervalle qu'on va découper en classe. L'intervalle, elle est fixée par A et B. Puis l'amplitude des classes, elle est fixée par C. Comme je vous ai dit, la première classe, lorsqu'on a étudié l'histogramme, elle doit contenir le minimum. Et la dernière classe, elle doit contenir le maximum. Et ici, c'est l'amplitude des classes. Alors, on revient sur le logiciel. Le minimum pour la variable nickel, c'est 4,64. Le maximum, c'est 53,20. Et on avait dit que le pas qu'on avait fixé ici, c'est 2,5. Donc, on peut commencer à partir, la première classe, elle doit contenir le minimum, on peut commencer à partir de 2,5, si on veut. Mais là, j'ai carrément donc commencé à partir de 0 jusqu'à 55, sachant que la dernière classe, elle contient le maximum. Ensuite, ça c'est pour, ça, XLab, c'est le titre de l'axe des X, des abscisses. Donc là, c'est le nickel. Pardon, ici, ce n'est pas en ppm, mais c'est en milligrammes par kilo. Je fais donc milligrammes par kilo. Je crois que c'est ça qu'on a dans les données. Voilà, c'est en milligrammes par kilo. Ça, c'est l'intitulé ou le titre de l'axe des Y. Donc, ce sont des fréquences. Et ça, c'est le titre du graphique, histogramme de fréquence. Là, c'est pour fixer les limites de l'axe des X. Et là, c'est pour fixer les limites des graduations de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire Y. Donc, je vais copier la commande. Je la mets ici au niveau du logiciel R. Et voilà la réponse immédiate du graphique de l'histogramme de fréquence.
Il nous reste donc à faire le commentaire de ce graphique et vous voyez en gros qu'il est légèrement asymétrique, mais quand même il n'y a pas plusieurs populations. Donc, on peut dire qu'il suit à peu près une loi normale, avec bien sûr ici quelques valeurs extrêmes. Voilà donc comment on fait pour faire un histogramme de fréquence et calculer les statistiques descriptives variables données. Également, lors du cours, je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de graphiques qu'on peut représenter indépendamment des statistiques descriptives et de l'histogramme, qui nous permettent d'avoir une idée sur notre variable, mais cette fois-ci dans l'espace. Et parmi donc ces graphiques, il y avait le symbole plot, la nuée variographique, et il y a le H-scattergramme. Là, on va commencer par la représentation d'un H-scattergramme. Le H-scattergramme, comme on l'a dit dans le cours, c'est un graphique qui représente toutes les paires de points qui sont séparés par une distance H. C'est tous les points qui sont toutes les paires de points qui sont séparés par une distance H. En représentant bien sûr au niveau de l'axe des abscisses ZX et au niveau de l'axe des ordonnées ZX plus H. On avait dit que c'est un nuage de points. Et on compare ce nuage de points par rapport à une droite de corrélation qui est une droite de 45 degrés. Et on observe le degré d'éloignement de ces points par rapport à cette droite. Alors, pour représenter ce graphique, la première des choses, le module au sein du logiciel R, c'est-à-dire le package, le module qui me permet d'assurer ce travail, c'est le module SGeostat. Donc, on va l'appeler en premier lieu ensuite, on a cette commande, tout ça. Alors, la première ligne pour assurer ce travail, donc c'est cette première ligne-là, elle permet de localiser les points d'échantillonnage en indiquant les intitulés des variables de localisation qui sont stockées dans la matrice de données sous R. Jura point, c'est au niveau de ce tableau ou cette matrice qu'on va stocker les coordonnées X, Y. Donc pour faire cela, on appelle la fonction point en spécifiant la matrice de données sous R, elle est dans Jura. Et donc pour
x, coordonnée x, on prend la variable x de la matrice Jura, et pour y, on prendra ici y de la matrice Jura. Donc ça, c'est les intitulés des coordonnées au niveau de la matrice Jura. Ensuite, la deuxième commande, c'est pour constituer les paires de points. Toutes les paires de points. Et puisque x et y, ce sont les coordonnées, donc ce sont eux qui fixent les distances, qui vont fixer les distances entre les différents points. Donc voilà, c'est pour cela qu'on appelle, donc, on va constituer Jura paire, donc les paires de points. Toutes les paires de points donc, seront stockées à ce niveau-là. Et pour les constituer, on fait appel donc à cette matrice qui contient les localisations de nos points d'échantillonnage. Donc c'est une commande qui permet de calculer le nombre de paires de points séparés par une distance donnée. Pour le A, ici, il désigne le nombre de classes de H. Combien de classes qu'on veut, de classes de distance. Là, c'est le type isotropique, donc dans toutes les directions. Donc cette distance, on va la calculer dans toutes les directions. Donc cette distance qui sépare les deux points, on va la définir dans toutes les directions isotropiques. Puis ici, max de distance, c'est-à-dire il correspond à la distance maximale. On avait dit, pour les distances h, on cherche la distance maximale qu'on a dans le domaine d'étude divisée par 2. Pour cela, je vous ai dit, pour définir donc cette distance maximale, on va analyser la distance maximale selon x et la distance maximale selon y. Et on prend la distance la plus grande dans les deux cas, et on va la diviser par 2. Dans notre cas ici, dans notre exercice, c'est 3. Mais ça n'empêche pas qu'on va la définir. Donc, on va calculer les statistiques descriptives pour x et y. Donc, comme tout à l'heure ici, pour le nickel, cette fois-ci, ça serait pour x, et la même chose pour y. Alors, là, le maximum ici, c'est à peu près 5. Là, c'est 0 pour x. Et pour y, à peu près, disons, 6 pour 0 ici. Donc, 6, la moitié, c'est 3. Bon, tout ça, c'est approximatif. On peut même mettre moins. Mais c'est juste pour vous montrer comment on définit cette distance maximale. Là, donc, c'est un peu exagéré en mettant 3. 6 moins 0, c'est 3. Mais plus exactement, si on veut bien travailler, en gros, ici, ça serait 5 moins 0, c'est 58, à peu près, ça serait 5, et la distance maximale, ça serait aux alentours de 2,5, si on veut travailler sérieusement. Et là, on fait des approximations, puisque c'est des kilomètres. Voilà. Une fois donc qu'on a défini toutes les paires de points pour toutes les classes de distance qu'on a définies, donc ici on a défini 15 classes avec la distance maximale, donc l'intervalle de 0 jusqu'à 3 est divisé en
15 classes. Il suffit maintenant de faire la représentation graphique de ce H-scattergramme. Et le H-scattergramme, c'est un graphique pour une distance donnée. Alors qu'ici, on a calculé toutes les paires de points pour toutes les distances possibles, dans l'intervalle de 0 jusqu'à 3, en divisant donc cet intervalle en 15 classes. Donc ça, c'est une commande qui assure la représentation du graphique pour une distance donnée. Donc au niveau de C, ici, il faut désigner le numéro de la classe. Donc de 0, donc 3 divisé par 15, ça me fait des intervalles de 0,2. Donc la première classe, c'est la distance 0,2. La deuxième classe, ça serait la distance 0,2 fois 2, ça fait 0,4. La troisième classe, ça serait 0,6, et ainsi de suite, jusqu'à 3. On va copier donc cette commande pour la représentation du graphique qui correspond à la première classe, c'est-à-dire pour la distance h égale à 0,2. Voilà le graphique du H-scattergramme pour la première classe. Voilà pour la distance x, pour la distance x plus h. Et voilà la droite, que je vous ai dit, la droite de corrélation. On voit ici que les points, quand même, il y a une variabilité autour de cette droite. Et également, on voit ici que le nombre de paires de points est très important. Si, par exemple, on mettra ici la deuxième classe au lieu de la première classe, c'est-à-dire pour une distance de 0,4. Voilà. Et si on met, par exemple, pour la distance 10, pour la classe numéro 10, voilà. Au fur et à mesure, bien sûr, que la distance augmente, les points ne se ressemblaient plus, et on aurait donc cette dispersion qui est accentuée autour de cette droite. Voilà donc pour la représentation graphique d'un H-scattergramme. On passera cette fois-ci au graphique du symbole plot. Et on avait dit que c'est un graphique de D qui correspond à une représentation des points de mesure, mais que ce point, il est représenté par un symbole dont la taille du symbole est proportionnelle à la valeur mesurée au niveau de ce point. Et avant de faire cette représentation, parce que les modules qui nous permettent sous R de faire ces représentations, ce sont les modules SP et le module GStat. Donc on va les appeler. Voilà. Puis, on va copier tout ça, ces commandes, pour avoir la représentation graphique
de la variable nickel avec, bien sûr, un symbole qui ici c'est un cercle et que la taille de ce cercle est proportionnelle à la valeur mesurée en chaque point. Alors, pour les commandes que je viens d'exécuter, donc là c'est pour appeler les modules qui permettent d'assurer tous les calculs pour ce symbole plot. Data Jura, ici ça va nous permettre de situer l'emplacement des données sous R. Les coordonnées au niveau du Jura, c'est X, Y, qui permettent de localiser les coordonnées des points d'échantillonnage en indiquant les intitulés des variables de localisation stockées dans la matrice de données sous R. Puis, classe Jura, c'est-à-dire elle discrétise les données des variables en classe de valeur. Classe Jura, c'est-à-dire c'est pour discrétiser les données en classe. Là, c'est la fonction qui nous permet de faire la représentation graphique de distribution par symbole et dont le diamètre est proportionnel à la valeur. Là, c'est pour fixer toujours le tableau de données initial où sont stockées les données. Là, c'est pour spécifier la variable qui est concernée par cette représentation graphique. Pour notre cas, c'est le nickel. Là, c'est un paramètre logique pour spécifier est-ce que le symbole il sera plein ou vide. Dans notre cas, est-ce que les cercles ils seront pleins, c'est-à-dire colorés et pleins, ou bien nos cercles seront vides. On aura juste le contour. Là, pour spécifier la couleur, ici j'ai spécifié bleu, puis là, c'est pour le titre du graphique. Et voilà donc notre graphique. On avait dit, pour ce graphique de symbole plot, il nous permet d'avoir une idée si les données, si la distribution de nos données à l'échelle spatiale, est-ce qu'il se fait d'une manière aléatoire, ou bien est-ce que les données sont structurées. Et on voit ici qu'à peu près nos données se distribuent d'une manière aléatoire, donc on n'a pas une structuration, on n'a pas une tendance ou une dérive, c'est-à-dire il n'y a pas un classement de nos données selon une direction donnée. Ici, c'est une distribution aléatoire, pas de structuration de données. Voilà pour la représentation graphique dans l'espace de notre variable étudiée ici, le nickel. Il y a une autre façon de représenter les données, mais ça ne permet pas d'avoir une lecture qualitative rapide. C'est cette commande qui nous permet de voir la distribution de la variable par un symbole de couleur qui est proportionnel à la valeur. On va le représenter et vous verrez qu'au niveau de la lecture, ce n'est pas facile par rapport au symbole plot. Voilà. C'est vrai, c'est des classes, mais cette fois-ci, les classes, elles sont en couleur.
ça ne permet pas de lire rapidement le graphique par rapport au symbole plot, mais ça donne quand même une idée. Si on veut savoir les faibles valeurs où sont situées, est-ce que c'est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, les valeurs moyennes, etc. C'est un graphique qui est très intéressant quand même. Ça nous donne une idée sur les distributions de classes. En couleur, ça nous permet de repérer facilement où sont situées ces données géographiquement. Le troisième graphique, c'est la nuée variographique. La commande qui nous permet d'assurer ce graphique, c'est celle-là. Alors, au niveau de cette commande, tout ce qui est ici en bleu et en jaune, ce sont toujours des paramètres qui dépendent de notre situation. Et tout ce qui est en noir, c'est spécifique au logiciel. Donc, VGM1, c'est un nom libre que je peux donner, je peux l'appeler comme je veux, et dans lequel seront stockés les résultats du calcul du semé variogramme. Là, c'est pour spécifier la variable d'étude. Là, c'est pour spécifier la matrice de données où sont stockées les données sous R. Et là, il prend une valeur logique, vrai ou faux. C'est-à-dire pour calculer le nuage du semé-variogramme. On va copier ça au niveau du logiciel R. Voilà, donc il est calculé. Et il nous reste maintenant à faire la représentation graphique. Voilà la commande qui nous permet donc d'assurer cette représentation graphique. Et voilà votre nuage de points. Ici, c'est toujours la distance H. Donc ça, pour les distances. Et là, c'est la semi-variance, c'est-à-dire 1 sur 2, variance de Zx moins Zx plus H. Et vous voyez ici donc notre nuage de points, et que vous voyez ici que la plupart de nos points ils sont situés ici vers le bas. Et qu'il y a uniquement quelques points qui sortent du lot qu'on a ici. Cela signifie, puisque nos points, la plupart, ils sont ici plus bas, ça veut dire donc qu'il n'y a pas de grande variation au sein de nos points échantillonnés. Il y a très peu de variation. Et que ces points-là, qui sortent du reste du nuage qu'on a ici, il suffit de cliquer sur ces points. Alors, à partir de l'analyse de tous ces points que j'ai identifiés ici, on voit toujours un point, donc c'est une paire qui est constituée par le point 105 et 161. 93, 161. Tout ce qui se répète ici, c'est le point
161. Voilà, c'était la question qui était posée au niveau de la fiche du TP. Donc apparemment, ce point, il est un peu exceptionnel dans notre domaine d'études. Donc c'est un point suspect. Il faut revenir sur l'analyse de ce point. Parce que c'est lui qui a causé ce décalage de tous ces points par rapport au reste du nuage du point qu'on a ici en bas. Donc c'est un point suspect qu'il faut revenir sur les données. Est-ce que lorsqu'on a saisi les analyses de ce point, est-ce qu'il y avait une erreur ou non? Ou bien revenir sur l'analyse qu'on n'a pas fait d'erreur d'analyse, ou bien si c'est vrai, donc c'est vrai. Et à ce moment-là, donc, on doit tenir compte de ce point. En tout cas, c'est un point suspect. Donc, une fois qu'on a représenté ce graphique, pour revenir au logiciel R, on clique par la droite de la souris pour arrêter, pour nous donner la main ici, au niveau des commandes. Voilà pour la représentation de la nuée variographique. Maintenant, on arrive à l'objectif principal du TP, à savoir le variogramme expérimental. Comment on fait pour représenter, pour calculer et représenter le variogramme expérimental et par la suite lui ajuster un modèle théorique. En premier lieu, donc je vais refaire une lecture des données de nouveau pour que par la suite je ne sois pas perturbé par tous les calculs antécédents. Ensuite, on doit construire le variogramme expérimental omnidirectionnel. C'est-à-dire que je vais calculer toutes les paires de points pour une distance donnée qu'on va fixer, mais que ces paires, elles ne tiennent pas compte d'une direction donnée. C'est-à-dire, elle va calculer toutes les paires de points séparées par une distance h dans une direction. Donc, omnidirectionnel. La commande qui nous permet d'assurer ce travail, c'est cette commande. Ici, c'est le nom où je vais stocker les résultats du calcul du variogramme. Là, c'est pour spécifier la variable d'étude. Là, c'est pour spécifier les coordonnées, donc les variables qui correspondent aux coordonnées des points échantillonnés. Là, c'est pour spécifier la matrice de données sous R, où on a l'emplacement des données spatiales. Et là, c'est pour spécifier l'intervalle de la distance et le nombre de classes. Discrétisation de cette distance. Alors, pour les distances, on avait dit donc les distances, elles vont commencer toujours par 0. Parce que vous avez vu, on les formules des modèles, toujours pour h égale à 0, le modèle correspond à telle valeur. Et B ici, c'est la distance maximale que peut prendre h. Et on avait dit que cette distance maximale
inférieur ou égal à la plus grande distance du domaine d'étude divisé par 2. Dans notre cas ici, on avait utilisé 3. Puis ici, c'est de classe, c'est-à-dire je vais discrétiser tout ça en combien de classes. Bon, dans notre cas ici, j'ai spécifié 16, mais on verra. On va faire cette commande. On la met dans le logiciel. Et voilà, le calcul est fait et il est stocké au niveau de ce tableau de cette matrice INE.VGR. Je peux lire le contenu de cette matrice. Et voilà. Donc voilà le nombre de classes. Voilà le nombre de paires pour, ça c'est la distance moyenne au niveau de la classe. Et voilà la valeur du variogramme qui est calculée. Pour la distance 0,077, on a 315 paires de points et la valeur du variogramme, c'est à peu près 15. Donc pour chaque classe, vous avez ici la distance moyenne et la valeur du variogramme. On va faire la représentation graphique de ce variogramme expérimental. Et voilà les points qui correspondent à ces distances moyennes. Ça donc, c'est le variogramme expérimental. Et c'est à ce variogramme expérimental qu'on va ajuster le modèle théorique. Mais je vous ai dit, pour ajuster un modèle, il faut avoir au moins 4 à 6 points alignés pour ajuster le modèle. Donc là, je vois ici donc 4 et le 5e il est un peu plus bas. Ils ne sont pas bien alignés. Ça serait difficile d'ajuster un modèle. Pour cela, pour avoir donc, un alignement des points, donc il faut travailler ces paramètres-là, c'est-à-dire la distance maximale et le nombre de classes. Changer éventuellement les classes de distance et les distances maximales. On va essayer de changer ces paramètres pour voir comment ça change le graphique. Donc je vais revenir sur cette commande. Pour revenir aux commandes, il suffit de cliquer sur la flèche supérieure. Voilà. Je vais lui ajouter cette partie. Et là, je vous ai dit qu'on va changer au niveau des paramètres. Je mettrai ici, puisque la distance maximale doit être inférieure ou égale à la distance, la grande distance au niveau de notre domaine d'étude. Je mettrai ici 2,5. Je garderai toujours ici 16, entrée, et je vais faire la représentation graphique. Vous voyez, en faisant donc ce travail, vous voyez ici presque, j'ai 6 points
qui s'alignent. Donc, en changeant, vous changez aussi la disposition des points. Je vais changer le paramètre ici 16 et je mettrai 15 au lieu de 16 pour voir comment ça va changer. Vous voyez donc là, les points, ils sont très bien, mais ils ne sont pas alignés. On a l'impression qu'on a une variation exponentielle. Au lieu de 15, je mettrai 17 pour le nombre de classes. Et vous voyez ici que j'ai 6 points, mais regardez comment ça se présente. Il vient comme ça, puis ici, et là, la forme d'une hyperbole. Donc on a l'impression qu'on va ajuster ici un modèle gaussien. Donc si on travaille sur 0, 2,5 et 17, c'est vrai ici. On va garder cet exemple pour vous montrer la suite pour l'ajustement du modèle théorique. On va garder celui-là, puis après, on va revenir par la suite et on va changer pour voir si on peut ajuster un autre type de modèle. Alors, la meilleure façon pour ajuster le modèle théorique, on commence par un ajustement automatique et qu'on va affiner par la suite par un ajustement manuel. Donc l'ajustement automatique il va nous permettre juste d'avoir à peu près la forme du variogramme théorique. Puis après, on va le réajuster manuellement. Là, c'est l'ajustement. Et ça, c'est la commande. Ça, c'est pour l'ajustement manuel. Mais ici, pour l'ajustement théorique, fit variogramme, donc c'est la commande qui nous permet d'un ajustement automatique du variogramme théorique. Là, c'est pour stocker les paramètres du modèle. Là, on spécifie in IVGM, c'est pour lui donner où sont stockées les données du variogramme expérimental. C'est-à-dire ça, c'est pour lui dire que les paires de points du modèle expérimental, ils sont stockés dans cette matrice. Et là, on spécifie les paramètres du modèle théorique qu'on veut ajuster. Donc là, c'est la nature du modèle. Est-ce qu'il est sphérique, gaussien, exponentiel, etc. Là, c'est la valeur de C. Et là, l'effet de Pipit. Donc ici, c'est C0. Et ça, c'est C. C0 plus C, c'est le palier. Là, je vais prendre carrément, on a dit qu'il est gaussien. Je vais prendre tout ça. Je vais essayer d'ajuster ce modèle sphérique à ce modèle qui nous apparaît comme gaussien, mais on peut y ajuster un modèle sphérique. Voilà, donc il l'a calculé. Il suffit maintenant de faire la représentation graphique à la fois des données expérimentales
du modèle théorique ajusté automatiquement. Et voilà le modèle théorique. On voit bien qu'on peut accepter ce modèle sphérique, mais avec des réajustements manuels. C'est-à-dire, on va le faire reculer un peu pour qu'il puisse passer par ces points, et on va essayer de le descendre un peu plus bas pour qu'il puisse passer par le milieu de ces deux points, pour faire une compensation entre ces deux points. Donc, c'est le travail manuel. On vient donc à cette étape du travail manuel. Le 1 que vous avez ici, c'est la valeur de la portée. C'est A. Donc, je vais prendre cette commande. Ça, c'est le modèle V. Et je vais faire donc la représentation de ce modèle manuel avec le variogramme expérimental. Là, apparemment, donc, elle a reculé un peu, mais je ne l'ai pas encore bien descendu vers le bas. Pour le descendre vers le bas, c'est-à-dire, donc, c'est la valeur de C0. Ici, c'est 10, donc je vais essayer de la descendre vers 9. Donc, je mettrai ici, vous voyez, au niveau du budget, 9. Je fais la représentation graphique, et voilà, elle a descendu un peu, mais cette fois-ci, elle a basculé un peu vers la droite. Je vais le redescendre encore un peu plus et le faire reculer un peu. Je vais mettre ici 8. Faire reculer, donc je mettrai 1,1 et de voir comment ça va se présenter. Voilà, maintenant, elle est bien compensée à ce niveau-là, mais j'ai besoin encore qu'il recule un petit peu. Comme ça, j'ajusterai les 6 premiers points. Donc, je mettrai ici 0,5. Voilà, pour ces points, c'est bien. Et là, moyen. Voilà donc, si je veux ajuster le modèle sphérique. Par contre, je vais cette fois-ci ajuster un modèle gaussien. Donc, au lieu ici de sphérique, je mettrai GAU, gaussien. Je mettrai ici 0,5, juste pour voir. Et pour C0, donc ça serait à ce niveau-là, donc ça serait 15. Je vais voir comment ça va se présenter. Voilà. Tiens. Donc là, je dois réduire C, cette partie-là. Donc ça, c'est C0. De là jusque-là, c'est C. Je vais donc la réduire. Je mettrai « 45 » pour voir. C'est un peu, donc c'est un peu bas. Je mettrai donc ici 50. Et voilà. Voilà.
je vais le faire remonter juste un petit peu. Et je vais essayer de l'avancer un peu vers l'avant. Je vais mettre ici 5, 0,55. C'est beaucoup, donc je mettrai juste 51.